j'étais sur mon X. J'avais tout le bagage nécessaire pour faire face aux défis de l'organisation actuelle et future. C'est de prendre tous ces départements en considération, puis d'être comme chef d'orchestre, puis s'assurer du confort, puis du contexte, puis de la joie, puis du désir de dépassement de chacune puis de chacun. Il y a un stress qui vient s'introduire dans la dynamique de l'organisation, au sein des équipes, etc., puis qui ne sera pas nécessairement sain. Il y a Quand tu penses justement à ta survie, je veux dire, il y a des morceaux de ton cerveau qui vont paralyser même et qui font que la créativité ne sera pas sur un terrain fertile. Et on s'amène dans notre zone connue. Fait qu'on n'est jamais sur le même pied d'égalité au plan de la découverte. Alors que quand tu abordes une œuvre d'art vivant puis que tu vas passer un moment ensemble, une expérience vraiment vivante, les deux personnes partent du même point d'ignorance. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis Chloé Caron, coach exécutive, conférencière, podcasteur, autrice. Sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous allez trouver? Des conversations inspirantes, des outils et des conseils pour développer votre leadership et votre impact. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous pour rester connecté et obtenir tous nos conseils et ne rien manquer. Ça me surprend tout le temps parce qu'il y a 53 % d'entre vous qui écoutez le podcast qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander un énorme service? En fait, il n'est pas si énorme. C'est tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous le faites, je vous promets que je vais tout faire en mon pouvoir pour vous offrir des invités, des sujets qui vous intéressent. Bienvenue, mesdames, Annick, Edith. Merci. À Confession de leader. Vraiment très excitée de vous avoir. Un sujet important aujourd'hui parce qu'on parle de l'art, on parle des femmes, on parle de comment on peut justement supporter le monde artistique, qu'on soit dans le monde des affaires ou qu'on soit dans le monde public. Mais avant de commencer à aborder ce sujet-là, je veux qu'on apprenne à vous connaître, vous. Peut-être en commençant par toi, Annick, tu as fait ton bac en génie civil. Puis là, en 2021, tu as été nommée CEO de Transat. Oui. Comment on fait le pont entre ça puis CEO de Transat? Oui, bien, j'ai eu une formation, je dirais, scientifique. Là, moi, je m'en allais là-dedans parce que, honnêtement, parce que ma famille était pas mal là-dedans puis je savais pas trop quoi faire. Et, bon, les sciences m'intéressaient quand même à la base. Puis ensuite, bien, je me suis trouvé une genre de fibre là, pour la gestion d'employés, de transformer les organisations, avoir un rôle un petit peu plus haut dans les sphères, là, je dirais, là, de pouvoir. Je vais appeler ça de même pour le moment. Et donc, ce qui m'a amené à gravir plusieurs échelons au sein de l'organisation de Transat. J'ai été consultante avant, fait que c'est ça qui m'a aidé un peu à bifurquer du génie vers plus le monde, je dirais, l'organisation du travail, la production, la productivité, etc. Puis le métier de gestionnaire. Et le métier de gestionnaire, exactement, que j'adore, qui me passionne, que je découvre à chaque jour. Très axé sur les relations humaines. Donc voilà, puis ça m'a amené de fil en aiguille à devenir présidente de la compagnie. Bien sûr, j'ai occupé plusieurs rôles à travers tout ça, mais... Puis que tu fais avec beaucoup d'humour, malgré un contexte quand même particulier, parce que tu es arrivée en 2021 dans le domaine du voyage, du tourisme, c'est tough. 2021, c'est tough. Un beau timing. Non, mais ça a toujours été un secteur qui est très, très coupe-gorge, très difficile, parce que... les dépenses sont importantes, les dépenses des avions, etc. Puis d'aller chercher des revenus, c'est difficile. Donc, l'équilibre au niveau de la profitabilité demeure un enjeu. Puis, Transat a quand même une taille restreinte. Donc, tu as besoin de... Puis, on va sûrement en discuter, mais de créativité, de te reposer des questions, regarder les choses continuellement sous des angles nouveaux pour arriver avec des solutions, mais tu es toujours en mode solution. Toujours trouver des solutions. Donc, je suis arrivée là-dedans. Et oui, l'humour m'a toujours servi. C'était très présent dans ma famille. Ça l'est encore. Et ça désamorce souvent des situations qui sont difficiles, des tensions, de la pression qui est induite par les défis auxquels on fait face. Ça m'a toujours servi. Puis,
On l'utilise beaucoup aussi ensemble. Ça nous sert aussi à l'intérieur du conseil d'administration et dans notre soirée bénéfice où Annick est toujours le clou du spectacle. C'est ça. Mais parlons un peu justement de toi, Edith. Comment tu t'es amenée à devenir la co-directrice de l'Espace Go? Puis après ça, on va discuter justement comment vous interagissez puis tout ça. Là. Oui, ben de mon côté, je viens vraiment du théâtre. Du milieu artistique, oui, c'est ça. Je suis née là-dedans. C'est-à-dire, je ne suis pas née là-dedans du tout. Ma famille ne faisait pas ça. Mais étrangement, a engendré beaucoup d'enfants qui étaient portés vers les arts d'une drôle de façon. Parce que moi, mon père était camionneur, ma mère réceptionniste, vient d'une famille d'agriculteurs. Pas du tout, mais mes sœurs, cousins, cousines, on a vraiment un rapport à l'art très fort. C'était ouvert chez nous. Il y a toujours eu une curiosité. Même si mes parents ne faisaient pas ça de leur vie, il y avait vraiment... Il devait y avoir quelque chose, là, de la musique, quelque chose à la maison. Ma mère a toujours aimé le cinéma, la lecture, tout ça. Fait que ça existait. Bon, on recevait la presse papier dans le temps, puis on lisait toutes et tous chez nous le cahier lecture, justement, puis tout ça. Puis on n'allait pas les acheter, ces livres-là, mais il y avait comme une curiosité. On écoutait la bande D6 à la télé qui débattait de culture. C'était passionnant, mais on n'allait pas nécessairement les voir, ces spectacles-là. Mais mes parents nous amenaient au théâtre une fois par été, disons, puis... il y avait une curiosité, bien que ça a été probablement la première génération dans leur famille à pouvoir comme s'intéresser davantage aux arts. Mais demeure que moi, je suis née dans un village, il n'y avait pas vraiment d'accès tant que ça. Puis après ça, on a évolué, mais il y a toujours eu une curiosité. À quel âge tu l'as su que tu voulais être dans le milieu des arts? Et je me rappelle... c'est un souvenir flou là, quand même, parce que j'étais très jeune, mais je me rappelle justement que mes parents nous ont amenés un été voir une pièce, et je crois que c'était dans le cadre de... dans le cadre du Festival Juste pour rire, il y a toujours comme une pièce de théâtre qui est présentée au TNM puis qui est d'envergure, qui est drôle, mais qui est de qualité, là, qu'on n'est pas dans des sphères de théâtre d'été grivois. Et puis, je pense que c'était un Molière, je pense que c'était Le Bourgeois gentilhomme. Et puis, il y avait une scène, puis on était 3 enfants chez moi, puis on était les seuls enfants dans la salle cette soirée-là. C'était spécial, oui, c'était pas tant... Je sais pas pourquoi mes parents avaient ce désir de nous faire... rencontrer l'art. Et puis bon, je me rappelle que sur scène, il y avait une espèce de changement de costume, mais c'était comme de la magie. Là. Il y avait de la boucane, puis des costumes. Puis je me rappelle avoir été là... subjugué. Émerveillée. Puis ça a ouvert quelque chose. Puis comme, bon, le cinéma était plus dans ma télé, chez nous, plus accessible, mais rapidement, après ça, quand ça a été possible de faire du théâtre à l'école, je me souviens d'avoir été terrifiée à l'idée d'en faire, mais de vouloir en faire, puis à la dernière seconde, mettre mon nom sur la feuille des personnes qui voulaient participer en 6e année à la petite pièce à l'école. J'adore. Puis à partir du moment où j'ai commencé à en faire en 6e année, j'en ai fait toujours de façon parascolaire. Depuis que tu as 12 ans, tu es dans le milieu des arts. Depuis toute petite. Mais après, comme c'était très encouragé chez nous à aller à l'université, à faire des métiers qui... On était des enfants qui réussissaient assez bien à l'école, à faire des métiers qui pouvaient faire appel à nos capacités intellectuelles. C'est comme s'il y avait ce désir d'aller à l'université, puis bon, développer tout ça. Puis étudier en théâtre, c'est un peu parallèle. Tu vas au conservatoire, tu vois, c'est des formations qui sont concrètes. C'est comme si pendant longtemps, je pensais que je faisais du théâtre, mais que j'allais pas faire du théâtre dans la vie parce que est-ce que j'allais pouvoir m'accomplir intellectuellement entièrement? Mais c'est farfelu, là, ces réflexions-là. C'est vraiment les pressions sociales. Et puis, bref, tout ça pour dire qu'en secondaire 4-5, là, j'ai arrêté de nier l'évidence, là, que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Et puis, ça m'a pris quand même quelques années entrer au Conservatoire d'art dramatique à Québec. C'est des processus qui sont très exigeants. La préparation, mais c'est hyper contingenté. Tu sais, t'es 300-400 à te présenter, ils en prennent 12. Fait que, tu sais, tu te prépares là, avec un coach. Puis bon, c'est du sérieux. Puis j'étais très, très, très concentrée sur le fait que ça m'arrive. Mais à partir du moment où ça a fonctionné, j'ai été chanceuse. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique à Québec. J'étais dans une classe de gens que j'adore encore à ce jour, puis où il y avait vraiment une émulation dans les années où je suis sortie à Québec. Il y avait beaucoup de créations qui se faisaient, fait qu'il y avait un accueil puis une ouverture à Québec à ce moment-là pour les jeunes générations de créateurs puis de créatrices. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu aiguiser mes couteaux rapidement, comparativement peut-être même aux étudiants issus des écoles montréalaises pour qui le parcours peut être un peu plus lent parce qu'il y a un peu moins d'opportunités. C'est la chance de naître artistiquement à Québec. Parfois, ça dépend des époques, mais en tout cas, dans mon temps, ça faisait en sorte qu'on pouvait vraiment pratiquer rapidement notre métier. Et puis donc, ça m'a donné la chance de
d'évoluer. Puis très, très rapidement, pour moi, c'était clair que oui, le jeu, j'aimais ça, j'ai étudié en jeu, mais que c'était la mise en scène qui me permettait d'être la plus accomplie. Fait que j'ai bifurqué assez rapidement vers la mise en scène. J'ai eu beaucoup de chance, puis d'opportunités, puis d'occasions de pratiquer mon métier dans toutes les salles, Québec, Montréal, puis un peu dans le monde. Et puis, mais je savais que la direction artistique m'intéressait fort, puis qu'à un moment donné, ça allait être ça qui allait arriver la prochaine étape dans ma carrière. Puis j'en arrivais à un moment où j'avais très envie de ralentir sur ma propre pratique artistique, puis d'être plutôt dans la transmission, dans le don, dans le soutien. Puis, ben, le go s'est libéré à ce moment-là au niveau de la direction artistique. Puis il y a eu T'étais déjà sur le CA? J'étais pas sur le CA. T'étais pas sur le CA? Non, j'étais pas sur le CA. Okay. Et donc, ben, j'ai posé ma candidature, processus, tout ça. Et ce qui fait que là, bon, j'arrive depuis 1 an et demi à la direction artistique, co-direction générale. Alors, tout l'aspect direction générale, pour moi, ça, c'est entièrement nouveau. Parce que la direction artistique, oui, c'est nouveau, mais je l'avais exploré. J'avais déjà dirigé un petit festival, ma propre compagnie, des choses comme ça. Mais tout l'aspect, donc j'avais touché un peu à de la gestion. Mais il y a vraiment beaucoup de découvertes pour moi. Sur ce côté-là. C'est très excitant, par exemple. Puis avant de plonger là-dedans, là, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que toutes les deux, vous avez osé vous rendre inconfortable. Donc, vous êtes toutes les deux dans des situations, tu n'osais pas mettre ton nom pour aller jouer dans la pièce. Tu l'as fait. C'est un contexte pas évident. Je suis sûre que tu as eu quelques doutes au moment d'accepter. T'en as-tu eu? T'en as pas eu? Non. T'as pas eu le sentiment de dire je plonge dans quelque chose de plus grand que moi? Puis non, pas du tout. Fabuleux. Pas rendu là. Ça m'est déjà arrivé depuis à une autre époque ou dans différentes transitions de carrière, mais à ce moment-là, non, pas celle-là. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui était si clair pour toi alors à ce moment-là? Je t'ai rendue à un niveau où souvent, en tout cas, moi, dans ma carrière, j'ai eu différentes étapes où j'ai été confrontée à me demander, bon, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour arriver? Est-ce que... Toujours à me remettre en doute. D'ailleurs, mon mari était vraiment tanné de ça. Là. Il me disait tout le temps, voyons, si t'es là, c'est parce que t'as les compétences, tu le mérites et tout ça. Mais rendu vers la fin de ma quarantaine... Faites pas trop de calculs. Rendu vers la fin de la quarantaine, c'est ça, j'ai eu un moment là, où je me suis dit, où j'ai réalisé que pour moi, j'étais accomplie. J'étais vraiment accomplie. Je regardais là, ce que j'avais réussi, ce que j'avais réalisé, comment je me sentais par rapport. Puis il n'y a plus rien qui me faisait peur. C'est le cas aujourd'hui, vraiment. Et c'était, quand j'ai pris ce rôle-là, c'était d'une évidence pour moi que j'étais prête. J'étais sur mon X. J'avais tout le bagage nécessaire pour faire face aux défis de l'organisation actuelle et future. Donc, j'ai pas eu cette remise en question à ce moment-là. J'en ai plus de remise en question. Bien, c'est-à-dire que, non, je vais faire attention à ce que j'ai. Je vais me remettre en question, je vais prendre du recul, je vais me poser des questions, mais je ne vais pas douter de tes capacités. De mes capacités. C'est ça. Donc, t'as assez... Qui va me rendre trop vulnérable et qui va, à la limite, me déstabiliser dans mon rôle. Je me remets en question, je me pose des questions, je reçois du feedback et j'ai encore des vulnérabilités et tout ça. Puis ça, je suis bien là-dedans. Mais de douter de moi, c'est terminé, ça. J'arrêterai l'entrevue maintenant. Moi, là, parce que... on dit, on apprend des choses. Je suis tellement bien depuis ce moment-là. Oui. Mais... Je me souviens quand est-ce que c'est arrivé. Tu sais, j'ai pas besoin de décrire l'endroit puis tout ça. Mais je me souviens quand c'est arrivé, puis là, j'ai dit « It's over ». Ça y est. Ce doute-là, c'est dans le passé. Et maintenant, je suis affirmée. Là. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est comme une grande libération. Hey, c'est qu'à partir de là, tu es vraiment dans le plaisir du travail, puis du défi, puis de la solution. Puis ton énergie, elle est dépensée au défi ou à la situation. Oui. Plutôt qu'à se nuire à soi-même. Puis quand même, bon, ben moi, je dirige un théâtre de femmes féministes. Puis ce réflexe-là de se nuire à soi-même, j'ai l'impression que chez les femmes, il est plus... Oui, exactement. Toute la question de la culpabilité qui est encore plus grande, qui est judéo-chrétienne, de façon générale, mais qui est encore plus forte chez les femmes, de réussir à se libérer de ça, ça prend de la volonté. Tu dois te parler. En fait, tu dois... Quand tu commences à voir... tu ne maîtrises... T'es dans une... comment je serais dire? Tu évolues et la vie, c'est une série d'apprentissages. Donc, à partir du moment où tu dis, moi, je continue à apprendre, je suis pas parfaite, etc. Donc, c'est un mindset. C'est vraiment un mindset, une posture que tu donnes où tu dis, j'ai pas besoin
impressionner personne. J'ai tellement été dans ce mode-là dans le passé. Pas besoin de l'approbation. J'ai pas besoin de l'approbation. J'ai vu ce que j'étais capable de faire. Puis c'est ça, tu te retournes vers toi-même et tu te fais du bien, là, tu sais. Tu reconnais que tout ce que tu as fait, tout ce que tu es devenu... C'est assez. C'est suffisant. Exactement. J'ai pas besoin de faire plus que ça. Ouais. Alors, et ça veut dire aussi accepter qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on n'est pas qu'on ne sait pas tout. Dans tout, qu'on ne sait pas tout, surtout par des personnes comme moi, je suis perfectionniste. Donc, tu sais, il y a des petits travers, des petits biais qu'il faut que tu travailles. Mais ça évolue tellement que tu n'arriveras jamais à tout savoir, en fait. Hein? Et là, de voir justement les apprentissages comme... puis je suis en train de vivre là, ça en ce moment. Il y a différents chapitres au niveau de Transat. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Je triple, là. Si j'arrive le soir, je parle à mon chum, puis je suis là, écoute, il y a des plans d'expertise que je ne maîtrise pas nécessairement. Là, j'arrive le soir, je lis là-dessus, je dis comme j'étais à l'école, je regarde des cas qui sont arrivés dans d'autres organisations. C'est trippant. T'apprends, c'est trippant. Oui. Donc, c'est pas de dire, c'est ça, je suis posée de tout savoir, là. Mais face à un défi, plutôt que d'en être écrasé, de se dire exactement, j'ai ça à apprendre, puis trouver ça vraiment excitant. Et moi, je dis tout le temps aux femmes avec qui je travaille, puis à travers nos différents programmes, progression plutôt que perfection. Puis c'est ça que je t'entends dire. Oui. Non, mais c'est cette fameuse disposition qui appartient à toute la question un peu plus peut-être de méditation, de croissance personnelle, mais de la posture du débutant. Oui, qui n'a rien à voir avec l'expertise, les compétences, tout ça, de se renouveler tous les jours, débutant, ça n'enlève rien à ce qu'on a fait. Au contraire, c'est de se dire, ça, c'est ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Aujourd'hui est une nouvelle journée avec ses nouveaux défis puis ses nouvelles considérations. Puis je suis un peu nouvelle, moi aussi, à travers cette journée-là. Puis de voir comment est-ce que ça nous permet d'accueillir différemment les enjeux qui surviennent. Bon, ça, c'est à renouveler tous les jours, d'être confiant, d'être en confiance dans cette posture-là. Puis il y a des zones, des fois, de notre métier où on se sent plus ou moins en confiance. Moi, c'est comme si quand je suis dans ma posture de directrice artistique puis que j'ai à aller soutenir les équipes qui sont en création, par exemple, puis que c'est le moment où ces personnes-là sont à fond dans le processus créatif, puis là, on tire la tête dans la forêt, comme on dit, mais moi, j'ai un petit recul parce que c'est pas moi qui est dans la création. Je vois tout. Je me sens, là, tu sais, mes couteaux aiguisés pour être capable de donner des... D'aiguiller, oui, c'est ça, d'aiguiller, exactement, pour permettre au travail d'avancer. Là-dedans, je me sens toujours en pleine confiance parce que c'est des choses qui sont vraiment expérimentées de mon côté. Mais quand ça a trait avec la direction générale, c'est tellement des choses nouvelles que je suis plus fragile au niveau de ma confiance, puis je dois m'arrêter, prendre un pas de recul, puis faire non, je suis la bonne personne aujourd'hui pour être à ce poste-là. Personne ne s'attendait à ce que... Oui, c'est ça, le rôle de gestionnaire. La gestion des budgets, la gestion des priorités. Exactement. Puis de faire, bon, ça, j'ai jamais fait ça. Comment on fait ça? Exactement. De retourner chez soi. Puis là, c'est pas vrai que tu l'as jamais fait. Parce non, que je l'ai fait de plein de façons. Exactement, différentes. C'est que dans tu l'as peut-être pas appliqué dans le contexte du travail. D'une institution théâtrale. Exactement. Mais veux pas des réflexes de gestion, tu développes ça à travers constamment. la vie. Oui, puis en faisant de la mise en scène, tu chapeautes une grande équipe de toute façon, à moins que ce soit un petit projet à 2-3, mais même à ça, mais j'ai travaillé sur des gros projets. C'est ça, là, c'est de prendre tous ces départements en considération puis d'être comme chef d'orchestre puis de s'assurer du confort, puis du contexte, puis de la joie, puis du désir de dépassement de chacune puis de chacun. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans d'autres contextes, puis là, il faut l'adapter aujourd'hui, mais il faut se parler un petit peu à soi-même. Il faut se parler, puis il faut être capable, justement, de dire, c'est pas parce que c'était pas exactement la même chose que je n'ai pas déjà des bases solides. Non, et c'est pas parce que avec au bout d'une journée, puis tu peux dire, j'ai dit ça comme ça à cette personne-là, j'aurais dû ne pas lui dire ça, mais plutôt lui dire ça, mais de ne pas prendre ça comme un grand échec de la journée, mais au contraire, ça, la prochaine fois, je vais le nommer comme ça, tout simplement. Il y a des tonnes, mais j'imagine qu'Annick, j'espère que c'est encore comme ça pour toi, mais il y a des tonnes de petits échecs dans une journée dont tout est parfait, Puis de ne pas considérer que ces petits échecs équivalent à un grand échec. Ce sont des occasions d'apprendre, d'évoluer. Ben oui. Puis là, donc, vous collaborez, là, toutes les deux à l'Espace Go. C'est quoi l'Espace Go? Puis comment ça se distingue comme théâtre par rapport
à l'environnement culturel québécois qu'on connaît. Là. Oui, c'est drôle parce que, bon, enfin, on y reviendra peut-être, mais l'Espace Go, c'est un théâtre qui existe par et pour les femmes. C'est un théâtre qui est né il y a une 40aine d'années parce qu'il n'y avait pas d'espace pour les paroles de femmes, pour les visions de femmes, pour les imaginaires de femmes. Et puis, il y a un groupe de femmes à ce moment-là qui sentaient vraiment que elles devaient créer leur propre lieu, leur propre plateforme pour que ça puisse vraiment éclater, que ça soit pas juste toujours une contrainte d'essayer de faire rentrer puis de se battre continuellement contre le système. Fait qu'ils ont comme trouvé un chemin de traverse dans le système puis elles ont créé cet espace-là. Et c'est devenu Espace Go. Ça a eu un historique, mais c'est devenu Espace Go. C'est donc un lieu qui est dédié au développement puis au rayonnement des imaginaires féminins. Ça veut dire qu'on a des alliés masculins, évidemment, dans tout ça, mais c'est vraiment dédié aux imaginaires féminins, mais aussi au développement de la pratique. Ce qui veut dire qu'on a ces deux chemins de réflexion-là toujours qui se croisent, qui sont à la fois de mettre de l'avant, donc des paroles, des visions de femmes, mais que ces visions-là contribuent à l'évolution de la pratique. Donc, ce sont, oui, des femmes créatrices, mais des femmes exploratrices qui font de la recherche théâtrale. C'est comme si on était un laboratoire, le département de recherche, disons, dans une entreprise, mais du point de vue théâtral. Ce qui fait que dans le contexte montréalais puis québécois, on a donc cet espace vraiment cette double mission, mission, mais aussi étant donné qu'on a la salle qu'on a, une mission théâtrale est toujours un peu influencée par son espace véritable, mais la salle d'Espace Go est une magnifique salle qui est très, très permissive, modulable, qui a été créée avec beaucoup de sensibilité puis de soin pour permettre aux créatrices de vraiment se dépasser esthétiquement aussi. Fait que c'est un grand plateau avec de l'envergure, de l'oxygène, mais qui a pris soin de conserver un rapport scène-salle qui permet une forme d'intimité. Donc, c'est une salle de peut-être 260 places qui est modulable. Donc, ça peut varier, ça peut être un peu moins, un peu plus. Mais c'est un magnifique espace. On a un outil de travail absolument exceptionnel. Puis c'est quand même assez formidable qui appartiennent aux femmes créatrices. C'est vraiment une des plus belles salles. Moi, je trouve que c'est la plus belle salle de Montréal, évidemment, parce que c'est la mienne. Mais quand même, très objectivement, c'est une très, 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 très belle salle. Mais qui influence, comme tu l'as dit, le type de créativité complètement. qu'on rencontre. Parce qu'à Espace Go, ça veut dire qu'il y a un souci d'écriture dramaturgique, que ce soit dans la recherche, mais aussi d'écriture scénique. On assiste à des chocs esthétiques à l'Espace Go continuellement. Puis au niveau de la réflexion, de la pensée, c'est un théâtre d'art et d'idées. J'aime beaucoup cette formulation d'Espace Go parce que à la fois, ça met vraiment de l'avant la liberté artistique, mais aussi l'idée, la réflexion, le désir de s'ancrer dans le monde, puis de gagner en profondeur. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important. Et après ça, ce qu'on veut avant tout, c'est développer la liberté artistique des créatrices. Fait que ça peut donner lieu à des objets qui sont extrêmement différents les uns des autres, mais on a accès à des chocs. Il y a des projets qui sont magnifiques, qui peuvent être vraiment drôles aussi. Tu sais, des fois, quand on parle de recherche puis d'exploration, on peut imaginer que c'est lourd, que c'est aride même, que c'est... mais les spectateurs qui se commettent à Go, c'est en fait des gens qui sont curieux, qui ont envie d'étonnement et qui sont disposés à la surprise, mais au déplacement aussi. Parce que pour moi, puis je pense pour le public qui vient à Go, l'intérêt d'aller se déplacer puis d'aller dans une salle de théâtre, c'est pas pour être conforté dans ce qu'on sait déjà puis dans nos visions du monde déjà complètement comprises puis bon. C'est au contraire qu'une autre porte s'ouvre, d'être un peu ébranlé, de remettre en question, mais ça peut se faire dans beaucoup de joie puis dans beaucoup de lumière puis dans beaucoup de plaisir. Ça, j'aimerais ça qu'on l'explore un peu parce qu'en pré-entrevue, on a discuté justement du théâtre comme un laboratoire et comme cette façon d'établir notre regard sur l'art versus ce qu'on voit là, sur notre écran où on est complètement plongé. Oui. Annick, quand est-ce que tu as commencé à dire oui, je m'implique à Go, puis pourquoi c'était si important pour toi de t'impliquer? Beaucoup de raisons. D'abord, je savais, moi je suis... Bon, là, je vais faire attention de ne pas aller dans des stéréotypes. Tu sais, on a tendance à mettre des stéréotypes là, autour des différents milieux, que ce soit le milieu artistique versus le milieu des affaires
où on va dire, par exemple, que les gens des affaires sont cartésiens, ils sont dans la rigueur, l'organisation, tout ce qui est analytique, recherche de solutions concrètes, etc. Puis là, des fois, on va regarder, là, à tort ou à raison, là, que le milieu artistique est un peu plus... Puis là, moi, j'ai un artiste à la maison, là, mon chum. Plus intuitif. Plus intuitif. Ouais. Plus chaotique, désorganisé. Non, dans la créativité, dans la fantaisie. Non, je dirais pas chaotique, etc. Non, je dirais pas là. Et je trouve que ces deux univers, quand tu regardes le type de profil, alors, en regardant mon couple notamment, qui se marient très bien, qui se complètent très bien. Et quand j'assiste aux rencontres, on avait une rencontre du conseil d'administration hier, je suis éblouie de les écouter. Parce qu'on a un groupe de gens d'affaires à la table et on a un groupe d'artistes également. Et là, tout ça, ça se mélange puis ça tombe dans une harmonie là, qui est vraiment, moi, je trouve, on a un vibrante. Magnifique conseil d'administration, c'est faut dire. trippant. Là, c'est excitant, ces rencontres-là. On a beaucoup de fun. On a beaucoup de fun. On voudrait que ça s'étire. Et là où je trouve que moi... Puis là, je vais parler plus pour moi en tant que gestionnaire, ça me rejoint, c'est notamment comment je suis épatée de comment ce milieu-là est capable de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. Ouais. Ce qui est nécessaire au succès de toute organisation, que ce soit dans le secteur des arts ou dans le milieu des affaires, cette capacité à se départir des contraintes qui sont souvent des contraintes qu'on s'impose nous-mêmes, puis de passer à travers des obstacles où nous, on les voit. Là. Tu sais, souvent, qu'on s'accroche à ces obstacles. À ça, on ne peut pas y arriver, puis on y croit. Exactement. Ouais. Alors que, au niveau du... Quand tu entends les artistes parler, ils vont pousser des barrières qui vont les aider, en fait, à creuser beaucoup plus au niveau de la créativité. Puis moi, je trouve que c'est des éléments qu'on doit utiliser dans le milieu des affaires également pour explorer des nouvelles avenues. Donc ça, j'apprécie ça beaucoup. Maintenant, ce qui me rejoint chez Go, c'est la mission première. Je suis féministe. Il est hyper important pour moi que les jeunes filles, que les femmes aient des modèles, voient comment il y a des postes comme celui que tu occupes aujourd'hui, qui est essentiel également. Comme celui que tu occupes dans le modèle aussi. que je donne Exact. également, on a un rôle à jouer. Bien sûr. Et le rôle que le théâtre offre, justement, en donnant cette place aux femmes artistes, que ce soit metteurs en scène, collaboratrices, je trouve ça essentiel. Qu'il y ait une voix qui soit entendue, qu'une place soit prise par les femmes. Je trouve ça essentiel. Puis dans mon milieu, c'est la même chose. Donc, de faire place. Donc, je rejoins là également. Ensuite, le milieu du théâtre, moi, j'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune, donc au primaire puis au secondaire. Après, j'ai arrêté, là. Je trouve... Mais quand tu fais tes discours, on le sait. On le sait pas, mais on le voit là, qu'il y a comme un bagage. Oui, c'est ça. Il y a une connaissance puis une conscience de l'audience puis de l'auditoire, en fait, je devrais dire. Là, mais je vois beaucoup de rapprochements entre ce milieu-là et le secteur dans lequel je suis, qui est le voyage. Oui. Qui permet aux gens de s'ouvrir, de laisser place, tu sais, t'enlèves tes billets et tout ça, là, de laisser place à, c'est ça, une ouverture vers l'autre. La découverte, des sensations, de s'ouvrir à d'autres cultures et donc d'imaginer d'autres points de vue, de te bousculer un peu dans tes idées. Il y a un bienfait énorme quand tu voyages sur l'état psychologique de l'humain. C'est la même chose quand tu t'en vas à une pièce de théâtre. Absolument. Je veux dire, ça oxygène l'esprit. Exactement. Ça donne un vrai moment de pause aussi. Exactement. Et puis, c'est un art qui se perd, là, celui de la pause, parce qu'on est tellement dans une époque de performance. On le sait, c'est cliché de le dire, mais quand même, ça demeure vrai. La performance et de sollicitation en continu. Oui. Notre attention nous est, on va dire, volée. Quand même, franchement, là, c'est un combat de chaque instant de réussir à se réapproprier notre propre attention. Puis quitter le pays pour aller vers un autre, c'est une façon de dire, moi, je m'éjecte de ce rythme-là et je m'en vais respirer ailleurs, être moi, me reconnecter avec moi. Mais quand on n'a pas le temps
de cette grande bouffée d'air-là, d'aller au théâtre, d'aller voir un show de danse, un show de musique, peu importe, d'aller dans ces espaces-là. D'ailleurs, ce sont les très rares moments où on ferme nos téléphones cellulaires pendant 1h30, 2 heures. Parlons de l'art vivant, peut-être. De l'art vivant, exactement. Qui fait en sorte que tu es en plus en relation avec d'autres humains autour de toi. Puis que ce qui se vit émotivement, tu le vis pas seul, mais tu le vis en communauté. Ça ajoute une valeur, une ampleur, une profondeur à l'expérience. Il y a vraiment quelque chose de la communion qui se passe. Puis sans que ça devienne ésotérico, machin, pas du tout. C'est simplement, ça nourrit ce besoin-là très vrai et vital de l'humain d'être en collectivité, puis de vivre des choses, puis de réfléchir sur ce qu'il est, de se voir en étant en relation. C'est vraiment des espaces d'oxygène. Moi, j'en vois beaucoup là, du théâtre parce que ça fait partie de ma vie. Et puis, il y a des shows qui sont extraordinaires, que moi, je vais adorer, qui vont transformer ma vision du monde. Où j'ai l'impression... Les shows qui me font le plus de bien pour moi, c'est ceux où je sens qu'il y a une énergie dans la création qui a été vraiment honnête, authentique, puis qu'il y a une forme de libération de la pensée qui m'est insufflée par le spectacle. Puis alors là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses dans mon cerveau, c'est comme qu'il y a des bouchons qui popent, là, puis tout d'un coup, mon esprit peut aller dans certains espaces. Mais même quand je vois des shows que j'aime pas, parce que ça arrive quand même. On se le cachera pas. Ça existe, c'est ça. Ben oui, puis c'est un risque aller au théâtre, bien entendu. Et à faire du théâtre, c'est un risque. Ben oui, parce qu'on a des bonnes intentions en partant. Comment ça aboutira, on le sait jamais. C'est un processus. Mais même quand je vois des spectacles qui me plaisent moins, ça me donne de l'espace mental extraordinairement parce que je suis assise là, puis de toute façon, je suis face à cet objet-là. Puis en me laissant porter par ce qui se passe, je peux laisser mon esprit se promener aussi, puis ça a tout autant de valeur pour moi parce que c'est de la liberté de toute façon. Je ne qualifierais pas ça de risque, moi, d'aller au théâtre, même si tu finis par ne pas aimer ou que tes attentes, que ça ne soit pas à la hauteur de tes attentes nécessairement. Moi, ce que je trouve bien, parce que j'en ai vu beaucoup de pièces que je n'ai pas aimées, mais... pas beaucoup, là, quand même. Ça arrive. Puis là, c'est sûr que tu es un petit peu déçu et tout ça, mais ce que te procure le théâtre quand tu arrives dans une salle, ça peut être la même chose pour un spectacle. Tu sais, on parlait d'être justement, t'es pas dans ton sofa en train de regarder tes courriels ou en train de consommer des nouvelles, du médias sociaux et tout ça. En fait, t'arrives, c'est comme une liberté parce que tu deviens extrêmement concentré dans un endroit. Ton focus, tu sais, quand tu dis être dans le moment présent, tu es dans un endroit que tu partages avec plein d'inconnus et tu vis des émotions, des sensations, mais dans un état ultra, moi, ce que j'aime, il y a sans bruit, sans distraction. Tu n'es pas en train de te faire déranger à toutes les 2 minutes. Ben, cette sollicitation-là dont on parle, cette sursollicitation, il n'y a pas d'interférence au théâtre. Ben non, mais c'est ça. Ça n'arrive pas. C'est toi, avec l'expérience. Tu donnes ce moment-là. À la limite que tu n'aimes pas, mais au moins... tu vas vivre des sensations. Puis là, tu vas souvent, en tout cas, à Go, quand j'ai dit qu'il y en a plusieurs que j'avais pas aimé, c'était pas à Go. C'est jamais à Go. C'était le théâtre à côté, là. C'était le théâtre à côté. Non, mais tu vas vivre des émotions, puis là, tu vas te poser un paquet de questions. Puis quand j'échange aussi avec ma fille, mes enfants sont là, tu sais, quand ils vont au théâtre, là, c'est pas mal plus intéressant qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et elles se disent entre elles ou avec des amis sur ce qu'ils ont vécu que quand elles commentent une série, disons, une série télé. Parce que c'est ça te fait vivre des choses, puis tu t'es confronté par rapport à des choses que toi, tu penses. Que tu prenais pour acquis. Oui, ça va te shaker vraiment une fois de temps en temps. Puis ce qui est le fun, c'est que quand la pièce se termine, c'est que là, tu vois toutes les autres aussi qui sont en train de se parler de ça. La sortie du théâtre, là, tu sais, quand tu te lèves et tout ça, tu vois, les gens, là, on a tous vécu un buzz, là. On est en train de... moi, j'ai aimé ça. Qu'est-ce que tu as pensé? Puis... On est en train d'intégrer ce qu'on vient de vivre. Puis après, ça dure. Là, tu t'en vas chez vous, tu marches, là, puis là, tout ça te tourne dans la tête, puis le lendemain, finalement, j'ai
j'ai plus aimé ça que je pensais. Oui. Puis après, tu lis les critiques. Tu sais, ça s'arrête pas là. La conversation continue. Ouais, continue. C'est intéressant que tu en parles vraiment du point de vue relationnel, là, tu sais, de comment on partage cette œuvre-là aussi, parce que c'est quand même une des rares activités qu'on peut faire avec quelqu'un, que ce soit un ami, un conjoint, peu importe. Souvent, quand on partage des activités dans la vie, mettons juste dans un couple, l'un va amener l'autre dans sa zone de connaissance. Va faire, moi, j'aime ça, le soccer. Fait que je vais t'amener voir du soccer dedans. Moi, j'aime ça. Je sais marcher, pas trop. Exactement. Et on s'amène dans notre zone connue. Fait qu'on n'est jamais sur le même pied d'égalité au plan de la découverte. Alors que quand tu abordes une œuvre d'art vivant, puis tu vas passer un moment ensemble, une expérience vraiment vivante, les deux personnes partent du même point d'ignorance, disons, par rapport à l'œuvre. Ça dépend. Si je vais avec toi, là, on s'entend que je pars pas sur le même niveau. Mais si j'ai pas vu le show, c'est ça. Moi, je connais le métier, évidemment que, tu sais, que je vois des choses. Mais cette œuvre-là, elle est nouvelle. Oui. Exactement. Cet univers-là, il est nouveau. Puis c'est drôle parce que mon amoureux, moi, vient plutôt des arts visuels que du théâtre. Et puis, donc, quand il vient au théâtre avec moi, c'est souvent pour aller voir mes propres choses, qui donnent des conversations, un peu limitées parce qu'il peut quand même pas me critiquer infiniment. C'est moi, il m'aime, tout ça. Mais récemment, on s'est mis à aller voir davantage des spectacles d'autres personnes que de moi. Et les conversations qui naissent à partir de ça, où ça te permet de découvrir l'autre encore mieux. Tu sais, oui, tu abordes des questions qui sont ouvertes par l'œuvre, mais de rencontrer des personnes qu'on aime à travers ces conversations-là, c'est comme ça approfondit les relations. Ouais, je trouve ça tellement intéressant, là, où vous nous amenez. Puis je peux pas m'empêcher de penser à ce que tu viens de dire tantôt, Annick, sur la capacité du monde des arts, on va appeler ça le monde des arts vivants particulièrement, à remettre en question, à se challenger, à être visionnaire, parce que dans le fond, il y a comme une vision, puis à la suivre, puis à accepter que, justement, on va remettre plein de paradigmes en cause. Alors, comment les arts, c'est un levier stratégique pour le monde des affaires? Comment la créativité devient ce levier stratégique-là? Je crois que, d'abord, justement, le fait qu'ils puissent sortir peut-être plus facilement des sentiers battus. Ils sont très à l'affût des tendances, des mouvements sociaux. Donc, puis c'est très exploité aussi dans votre... pas très exploité, mais c'est bien intégré aussi dans ce que vous faites, dans la création que vous faites. Tu sais, ils sont souvent à l'avant-garde d'un courant social qu'il va avoir. Puis là, moi, je les entends parler, puis je suis là, voyons, c'est ce que c'est là où ils s'en vont, mes consommateurs. Nos consommateurs chez Transat. Tes employés. Tu sais, nos employés, exactement. Exactement. Tu sais, quand on parle justement des différences intergénérationnelles, puis comment on va adresser les bons messages aux bonnes audiences, etc. Comment les enjeux sont traités. Alors moi, j'apprends beaucoup parce que c'est ça, ils traitent d'enjeux qui sont très vivants, là, des enjeux sociétaux qui sont très d'actualité. Fait que moi, quand j'entends ça, je suis là, c'est mes employés, ça. C'est nos employés, c'est nos... les différentes parties prenantes avec qui je deal aujourd'hui. Fait que je trouve ça... Moi, ça m'apporte beaucoup. Je vais chercher ça, puis je vais dire, aïe. Moi, j'avais pas nécessairement vu comme ça des besoins qui évoluent, des comportements qui évoluent également, auxquels on doit s'adapter. Ils sont souvent, ils surfent à l'avant-garde. À l'avant-garde. Mais c'est presque... Nous, on est comme toujours, on dirait, en arrière. J'ai comme tout le temps... Mais en même temps, c'est ça notre... À la remorque. À la remorque des tendances un peu. Mais sans dire que c'est la fonction de l'art, là, parce que j'aime pas tant que ça associer ces mots-là ensemble. Mais je pense que c'est une des forces de l'art, de faire partie de ce très faible pourcentage de la population, les artistes, disons, qui sont vraiment des explorateurs. Là, cette fameuse courbe là, où tu as un 2 là, qui est en avant, puis là, le restant de la masse refuse ça. Puis là, après ça, éventuellement, ce 2 %-là va contaminer à peu près 10 % de la population qui est plus avant-gardiste. Puis quand ceux-là sont gagnés, là, ça peut reste de la être courbe. Exactement contaminé au restant de la population. Mais donc, on se trouve anglais, à l'avant-poste. on dirait les early adopters, là, mais... Oui, exactement. Donc, on se trouve à l'avant-poste. Et puis, quand on regarde un peu notre histoire sociale, même juste au Québec,
la grande majorité des mouvements sociaux ont d'abord été perceptibles, visibles à travers l'art. Tu sais, que ce soit notre rapport à notre langue qui a été complètement transformé par l'œuvre de Michel Tremblay, que ce soit les questions féministes qui ont été complètement... tu sais, que ça a été un grand choc à l'époque, les filles ont soif, mais ou que ce soit vraiment plus récemment... Toutes ces questions identitaires, d'appropriation culturelle, oui, mais qui ouvraient la porte à toutes ces questions de représentativité, puis de se voir sur scène, peu importe qui on est, puis quelle est notre identité. Les modèles dont on parlait tantôt. Exactement. C'était pas juste de se voir sur scène. Le combat n'était pas que là. C'était de se dire, on n'existe pas assez partout, nous ne sommes pas assez vus. Mais ça commence sur les scènes. C'est là, d'abord, qu'on peut percevoir les grands changements sociaux. C'est très inclusif, là, parce que les différences, elles sont embrassées, elles sont mises en lumière, elles sont reconnues, célébrées. Oui, puis parce qu'on cherche là où est la vie, là où est ce qui bout, là où est justement la zone qui n'a pas encore été explorée. Moi, j'aime beaucoup voir la recherche théâtrale comme, tu sais, j'imagine une créatrice qui se met une frontale, là, puis qui part dans un coin sombre, soulever des roches, tu sais, sous lesquelles elle ne sait pas si elle va trouver des diamants ou d'autres garnottes. Elle ne le sait pas, mais il y a des chances qu'elle trouve du diamant, là. Puis, et donc, ça prend des gens comme ça qui partent vers l'inconnu, mais parce qu'on cherche, c'est comme si les artistes avaient des antennes puis captaient des espèces de vibrations, puis après ça, essayaient de servir de véhicule pour les matérialiser. Puis après ça, pour moi, les pratiques artistiques les plus intéressantes ne sont pas celles qui vont résoudre ces questions-là sociales, sont celles qui vont les mettre en lumière, les regarder, tout simplement. Puis après ça, d'avoir des discussions, exactement, des échanges. Puis les questions surgissent puis après ça, collectivement, on trouvera des réponses. Mais on permet, on cherche à identifier, je pense, les questions qui nous animent comme êtres humains dans l'intime puis dans le collectif, dans le social. C'est pour ça que pour moi, on parlait des pièces qu'on aimait pas. C'est pour ça que pour moi, c'est... Ça a très peu d'importance. Exact. Non. Ça même, c'est pas ça qui est pertinent, c'est que la quantité... la destinée, le chemin qu'on prend, c'est ça qui contribue à nourrir notre société. Ça remue, peu importe. Exact. Ça demeure toujours une expérience positive. Et puis, les fois où on voit des œuvres qui sont pour nous transformatrices, parce qu'il y a ça aussi, une œuvre va être transformatrice pour une personne, pas pour l'autre nécessairement. Mais quand c'est le cas, ce sont de telles métamorphoses dans nos vies personnelles qu'on ne peut pas se priver de ça. Tout à fait. Toutes les deux, vous êtes en ce moment dans un environnement, un contexte difficile financièrement. Oui. Je ne peux que présumer que ça aiguise encore plus notre sens de la créativité. Oui. J'avais un prof d'art dramatique au secondaire qui disait « Une improvisation avec un titre bien spécifique, une durée, te permet d'être plus créative que libre pendant le temps que tu veux ou là, tu t'en vas un peu n'importe où. » Là, vous avez... des critères très... on a des contraintes. C'est tough. Oui. Comment on navigue dans cet environnement-là, Annick? Oui, je dirais il y a une limite à ce que... Je crois fondamentalement qu'un environnement contraint, à une certaine limite, nous permet d'être plus créatifs. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand on a vécu à Montréal, ensuite on a vécu à Toronto. Puis mon chum travaillait dans une firme d'architecture qui était très peu en moyens ici à Montréal. Et il faisait toute l'équipe faisait des choses extraordinaires. Était toujours dans des solutions créatives. En fait, travaillait très, très fort justement à budget contraint, restreint, pour toujours être en mode solution, trouver, OK, non, on est capable encore plus. Puis finalement, ça donnait des résultats. Moins. Exact. Ça donnait toujours des résultats fantastiques. On est déménagé à Toronto. Il a été recruté par une firme très reconnue en architecture. Les budgets étaient limités. Écoute, il n'a jamais retrouvé ça. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Puis bon, je dis, l'approche était très différente. Quand tu arrivais à un moment donné, il n'y avait plus autant d'itérations pour arriver à rentrer dans ton budget. Donc, il n'y avait plus toutes ces
ces moments où on était tout autour où les gens étaient tous autour de la table en train de trouver, ben non, au lieu de le mettre comme ça, on va le mettre comme ça, etc. Puis lui, ça l'a beaucoup marqué. Puis je reviens souvent avec parce qu'il m'avait montré justement des maquettes. Puis pour moi, ça avait été très concret. Tu le voyais toi-même. Oui, c'est ça. Regarde quand tu as des budgets, puis regarde quand tu n'en as pas. Mais je dirais que oui, et je le vois aussi comment ça s'applique dans mon milieu de travail, mais je dirais qu'il y a une certaine limite. Oui, il y a comme un juste milieu. Il y a comme un juste milieu. Parce que quand quand les ressources financières manquent de manière importante ou dramatique, il y a aussi un effet pervers. C'est que le stress vient s'introduire. Oui, tu as un esprit de survie et ça. Puis il y a un stress qui vient s'introduire dans la dynamique de l'organisation, au sein des équipes, etc., puis qui ne sera pas nécessairement sain. Quand tu penses justement à ta survie, je veux dire, il y a des morceaux de ton cerveau qui vont paralyser même et qui font que la créativité ne sera pas sur un terrain fertile. Donc, il faut que ça soit bien balancé. Oui, aux contraintes financières. Oui. Mais pas à un tel point qu'on se retrouve dans un système de peur. Oui, c'est ça. Où là, puis la peur n'est jamais un bon terreau à partir duquel trouver des bonnes solutions. C'est-à-dire, c'est une émotion extrêmement intéressante à explorer théâtralement. Sur scène, oui, j'ai envie de me poser des questions sur la peur. Mais à l'intérieur de nos organisations, c'est que le monde aussi artistique a jamais été gras dur. C'est ça, en fait, on parle pas d'un contexte où il n'y a jamais eu de richesse, là, tant que ça. Ben, jamais. Si rarement. Ce qui fait que c'est pas comme si on avait atteint des niveaux de confort qui devenaient pervers. Et là, quand on perd aussi dramatiquement des ressources, comme c'est le cas actuellement, on part pas d'une richesse puis on revient dans un état de confort, inconfort, mais tu sais, bon, on tombe vraiment en zone de manque où tout d'un coup, malgré toutes les contorsions qu'on peut réussir à faire, les réinventions, les restructurations, ben il faut quand même produire 4, 5, 6 spectacles au minimum dans une saison pour que le lieu soit animé. Il faut quand même qu'il y ait des artistes sur ces scènes-là. Il faut quand même communiquer ces spectacles-là. Il faut les produire, il faut les écrire. Faut qu'il y ait, tu sais, ça me prend quand même au minimum une direction de communication, une direction de prog, une direction technique. Tu sais, j'ai quand même un minimum de ressources humaines dont j'ai besoin pour être puis qui sont débordées, pour être capable d'accomplir ça. Parce que sinon, on va se mettre à réduire ce qu'on offre. Mais alors là, quelle est la légitimité de ce lieu-là qui a aussi, au demeurant, été payé en grande partie par nos gouvernements qui soutenaient l'idée de ces espaces-là. Et donc, faut que cette vie ait lieu, mais ça demeure notre responsabilité collective. Là, ce qui se passe actuellement, parce que nos sources de financement privées n'ont pas suivi la courbe de l'inflation du tout. Nous, nos dernières ressources avaient été attribuées en 2017-2018. Elles viennent d'être réattribuées l'année dernière au Québec. Au Canada, ça se passe cette année. Sur, disons, les 11 institutions productrices diffuseurs Québec-Montréal, il y en a 7 qui vivent le statu quo. Ça, c'est 0% d'augmentation, alors que la courbe de l'inflation est d'à peu près 30% depuis 2017-2018. Mais ça, c'est des choses hyper concrètes. Comme on n'avait pas de gras nulle part, là, où est-ce que ça veut dire qu'on coupe? C'est ça. Dans les productions. Mais elles n'étaient pas riches. Puis là, sans compter les matériaux aussi ont augmenté, tout ça. Puis il faut qu'on soit capable de payer. Les lieux ont augmenté. Merci à la Ville de Montréal de venir de faire un bel effort au niveau des taxes là, cette semaine. Ça va nous donner un petit peu d'air de ce côté-là. Ça ne règle pas nos problèmes entièrement, évidemment. Mais donc, là, on se retrouve dans un contexte où pour remplir notre mission, on est vraiment limité. Puis nous, on a une mission qui est féministe et donc, on veut soutenir les créatrices femmes. Mais historiquement, étant donné entre autres, les considérations de conciliation travail-famille, les femmes créatrices se sont formées en compagnie plus tard que les hommes, ou ont un rythme de production qui est différent parce qu'elles intègrent plus de charges familiales à l'intérieur de leur vie puis de leur horaire. Ce qui fait que quand elles arrivent à un moment d'éclatement de leur carrière, de déploiement, les ressources que nous, Espace Go, on peut
offrir en supplément ou en soutien pour qu'elles puissent se développer sont absolument essentiels. Puis dans une salle comme Espace Go, qui est une belle grande salle, on l'a dit, mais ça prend des ressources pour être capable de vivre dans cet espace-là, pour pouvoir développer une écriture scénique qui est à la hauteur de cet espace-là. Puis comme je le dis à ma collègue de temps en temps, là, on est là-dedans actuellement. Ça se peut une année ou deux d'être créative dans la pauvreté, disons, en se disant, OK, ben je vais revenir aux sources du théâtre. Puis là, moi, j'ai un projet l'année prochaine que moi, je dirige comme metteuse en scène à Espace Go. Puis je suis là, très bien, je vais en faire un statement, je vais couper un personnage, j'aurai aucun accessoire, il n'y aura pas d'intégration sonore. Je vais le rendre visible. Comme tu dis, t'en fais un énoncé. J'en fais un énoncé. Puis ça peut être en dialogue avec la pièce aussi qui est présentée. Puis aussi, moi, Édith créatrice, je suis quelqu'un qui s'amuse dans ces zones-là de dépouillement. Mais ce n'est pas vrai de toutes les créatrices qu'on accueille. Puis ça ne peut pas être vrai à long terme. C'est drôle une fois là, de me dire, tiens, je vais faire un spectacle politiquement qui va raconter quelque chose en plus de son propos artistique. Mais 3-4 années de suite, ça n'a plus de valeur. On n'est plus du tout dans la créativité. C'est que là, on a dépouillé le théâtre de sa fonction. Mais exactement. Là, on est littéralement en train de se dire, ouf, une production à 5-6 interprètes, ça devient une grosse production. Wow, une grosse production, c'est censé être 12 interprètes. Ou avant, on avait ce montant-là pour des décors, il faudrait le réduire, mais le coût des matériaux a augmenté. La vidéo, non. Personne. OK, s'il vous plaît, enlevez la vidéo, ça coûte trop cher. Mais c'est des vrais outils pour développer l'artisanat théâtral. Fait qu'on est en train de mettre une vraie hache dans la créativité actuellement à manquer de soutien financier de la part de nos différents paliers gouvernementaux. C'est quoi la solution? Les solutions? Elle est multiple. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on doit poursuivre les représentations politiques pour que nos gouvernements comprennent que nourrir la culture, ce n'est pas une dépense. C'est définitivement un investissement, puis un investissement à plusieurs niveaux. Au niveau de l'identité, mais de la liberté de penser, du type de citoyen que tu as envie d'avoir chez toi, mais aussi d'un point de vue économique, si on veut être vraiment terre à terre, c'est aussi définitivement un investissement. Il n'y a rien à perdre à investir dans la culture. Ce n'est pas une dépense. Et puis, je pense que souvent, les gouvernements le comprennent, mais que comme il y a un biais malheureusement négatif, je crois, qui existe encore dans la population, à croire que c'est frivole, les arts, alors que ça appartient tellement à leur quotidien, puis qu'en réalité, ça transforme leur vie tous les jours. Fait que c'est comme s'il y a un tiraillement, je pense, dans la population qui à la fois aime ses arts, sa culture, mais comprend a l'impression que c'est de donner de l'argent à des saltimbanques là, qui font des folies dans des parcs. Mais c'est alors qu'on vient d'exposer l'importance que ça a non seulement dans notre société, mais dans nos sociétés pour faire évoluer c'est fondamental. C'est fondamental. Ouais. Bon, c'est une réplique là, connue, mais c'est Churchill là, pendant la guerre qui disait, bon, alors qu'un conseiller lui proposait de couper dans les arts, qui était là, oui, mais alors pourquoi on se bat? À quoi bon faire tout ce qu'on fait si c'est pas pour continuer à, comme humain, progresser? On n'arrête pas de parler de progrès technologique, puis de progrès économique, puis de croissance économique, mais l'art nous permet d'évoluer comme être humain et n'est-ce pas la seule évolution qu'on peut peut-être se permettre actuellement quand on considère le monde d'un point de vue environnemental? C'est là où on devrait investir. Fait que on a à se battre politiquement pour que les choses se transforment de ce point de vue-là. Mais évidemment, on a aussi des formidables collaborations avec des gens d'affaires qui font une différence énorme. Puis à Go, on a un historique qui est vraiment... solide, hein? C'est extraordinaire ce que mes prédécesseurs ont réussi à créer comme partenariat avec des gens d'affaires parce que justement, ils étaient sous-estimés par les gouvernements ou il y a des gouvernements qui n'ont pas envie de soutenir une mission féministe quand même. C'est Poilièvre qui entre là, au Canada. Moi, avec ma mission féministe, je ne m'attends pas nécessairement à être la première personne soutenue par ce gouvernement-là. Puis c'est inquiétant, là. Puis je le dis simplement pour dire que l'état du monde actuel... au moment de notre enregistrement, on est à 2-3 semaines post-élection américaine. Quand l'épisode va être en ligne, ça va être au moment où lui va déjà être en... being in office, là, il va être en poste. Mais ça transforme le monde. Ben oui, exact. Puis c'est comme si c'était la voix des femmes. Exactement. Ouais. Puis là, ce que ça raconte sur les droits
des femmes, c'est qu'on entre dans une ère de recul. C'est terrifiant. J'ai jamais eu peur comme femme à mes droits. C'est nouveau que j'ai peur à mes droits. Et c'est alors une qu'on réalité. était plus en progression de nos droits, là. Exactement. Il y avait encore du chemin à faire. Mais on aurait dit... Après, on le sait que les questions féministes, comme toute question qui concerne les populations plus invisibilisées, disons, ont des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. Mais là, on entre dans cette période-là. Fait que pour moi, par exemple, ça solidifie encore plus ma conviction qu'un espace comme Go doit exister à tout prix. Parce que oui, on peut se dire qu'il y a une plus grande parité ailleurs dans les salles, mais ça prend un gardien, ça prend une protection, ça prend une vigie. Puis c'est à ça, c'est ce qu'on fait. Mais donc, nos partenariats avec le privé est essentiel actuellement plus que jamais pour réussir à offrir à nos créatrices la possibilité d'aller au bout de leur imaginaire puis de l'offrir au public qui, eux, après ça, va ouvrir des portes, aller au bout de son propre imaginaire grâce à ça, dans cette espèce de transmission-là. Les deux leviers sont essentiels. Que ce soit tout ce qui est fourni d'un point de vue gouvernemental, à l'échelle canadienne, bien sûr, au niveau canadien, au niveau du Québec également, c'est essentiel au niveau des gouvernements. Mais le secteur privé également a un rôle à jouer. Donc, nous, moi, je suis un peu une courroie de transmission là, entre le secteur privé, les grandes entreprises et comment on aide, on vient en soutien à des endroits comme Espace Go. Il y a aussi une réalité où les entreprises sont bombardées de demandes, puis ils ne savent plus où donner de la tête. Ce qu'on voit qui devient de plus... Mais ils doivent... Puis, tu sais, ils ont des choix à faire également, mais leur participation, leur soutien est essentiel. Ça ne pourra jamais marcher qu'avec le soutien des gouvernements. Mais c'est que ces deux mondes-là ont besoin les uns des autres, l'un de l'autre. Tout à fait. Le monde des affaires a besoin du théâtre. Le théâtre a besoin du monde des affaires. Et l'un et l'autre n'existent pas vraiment complètement, disons ça comme ça. Oui, mais il y a quand même... c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau des ressources financières qui est criant. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune commune mesure. Le milieu, là, quand on regarde les budgets, quand on regarde ensuite des miracles, toute l'énergie et la passion qui est mise, le travail qui est mis pour arriver à faire des productions, à offrir ça, mais c'est une générosité pour le public. Tu regardes les moyens avec lesquels ils travaillent, ça n'a pas de bon sens. Après, tu te retournes vers le privé. Je veux dire, c'est complètement démesuré. Puis c'est là que tu vois Moi, je t'ai déjà vu, là, Annick, faire une demande très précise à la soirée. Rappelez-moi bénéfice. Le bénéfice. Puis tu étais très concrète. Si tu avais une demande assez similaire à faire au monde des affaires là, qui nous écoute, puis qui soit quelque chose d'assez concret puis réaliste pour le monde des affaires, ça serait quoi? Bien, écoutez, je pense que on organise des soirées B, des soirées bénéfices. Chaque année, on sollicite vraiment, là, on ratisse large. C'est l'occasion, à ce moment-là, dans nos campagnes de financement, de venir à la table puis d'être généreux. Puis en plus, on offre des spectacles quand même, c'est des soirées mémorables. Alors, c'est l'occasion d'utiliser ça pour faire de la reconnaissance auprès des employés, offrir des billets, des pièces de théâtre à sa famille, dans différentes occasions. C'est un cadeau qui est merveilleux, qui est fantastique aux employés. Donc, je trouve que c'est pas assez utilisé. Mais il y a d'autres façons également. Il y a des collaborations qui peuvent se faire avec certaines entreprises qui ont des objectifs, que ce soit sociétal, que ce soit pour reconnaître différents mouvements au sein de l'organisation, qu'on peut mettre en collaboration avec des projets qui sont faits au théâtre. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, c'est pas juste de faire un don, de faire un chèque, etc. Tu peux également offrir tes locaux. Oui, qui est très bien. Oui. Je dis pas non à ça. Faites-le. Mais tu peux offrir tes locaux aussi pour des artistes qui veulent être en résidence. Il y a différentes façons. Il y a une multitude d'options, de possibilités. Tu vois des entreprises qui sont d'ailleurs très ouvertes, qui vont arriver avec des propositions,
On dit, bien sûr, on va vous arranger ça pour que ça soit gagnant-gagnant. Tu sais, que ça soit bon pour vous, pour vos employés, pour ton entreprise, mais également pour l'organisation artistique on cherche le même but. Là. Oui, absolument. Puis bon, en effet, il y a nos soirées bénéfices qui sont la façon peut-être la plus facile pour une entreprise concrète. Là. Puis bon, cette année, en plus, on est vraiment gâtés. Là. La soirée a lieu le 28 mai. Puis c'est toujours des soirées hommage à des grandes femmes, les soirées bénéfices d'Espace Go. Puis là, on rend hommage à Guylaine Tremblay. Écoute. C'est quand même, c'est Guylaine, on l'adore. Puis mai 2025. Mai 2025. 28 mai 2025. Et puis, il y a donc un paquet d'artistes qui vont être sur scène pour rendre hommage à cette personne tant aimée qui est Guylaine. Fait que ça va être une soirée. Moi, c'est ce qui m'a renversée. Tu as parlé de générosité tantôt, Annick, là, la générosité des interprètes, des auteurs, des autrices, en fait, je devrais dire. Écoute, ça... Et puis dans ces soirées-là, il faut le dire, là, la majorité des gens sont bénévoles. Oui! Ouais. Parce que c'est de la danse, du chant, de parce la que musique. c'est une soirée bénéfice, les interprètes, tout ça. Après, il y a certaines personnes qui travaillent ben trop longuement pour que ça soit du bénévolat. Ça serait de l'exploitation. Mais il y a beaucoup d'énergie investie dans rendre ces soirées-là extraordinaires. Là. C'est des soirées drôles, émouvantes, où on sent vraiment... on a accès à quelque chose d'exclusif. C'est vraiment précieux. Fait que donc, si ça intéresse les gens, là, c'est très facile de communiquer avec nous. Là, Espace Go, pas de problème. Mais on a aussi... Moi, ça fait longtemps que... C'est drôle parce qu'en prévision de venir te parler, je me disais, on dirait qu'il y a quelque chose que j'ai envie qu'on développe à Go depuis longtemps comme façon d'intégrer des gens d'affaires à nous, puis particulièrement les femmes d'affaires, étant donné notre mission féministe. C'est que je me dis, il y a des entreprises qui peuvent acheter une belle table à 25 000 ou à 15 000, c'est sûr. Mais il y a aussi des femmes d'affaires qui peuvent avoir une fibre sensible, particulièrement pour cette cause-là, puis avoir envie d'y investir un peu d'elles-mêmes. Puis bon, ben c'est ça. Moi, j'ai un projet l'année prochaine à Go. Ça va être vraiment des top girls comédiennes, tu sais, qui vont être en vedette. Et puis, on se dit, mais on devrait créer une espèce de groupe de top girls, de femmes d'affaires, d'une dizaine de femmes d'affaires qui mettent un peu du sien, qui donnent un 5 000 $, disons, à Go, puis qui ont l'occasion de se rassembler, de faire partie d'un noyau de femmes artistes. Elles vont rencontrer les artistes aussi, mais de femmes d'affaires qui ont des valeurs similaires puis qui peuvent partager leur expérience, à qui on donnerait l'occasion d'entrer en salle de répétition, de rencontrer les artistes, de faire un beau cocktail pour que ces personnes-là se rencontrent, puis de créer une espèce de groupe de solidarité féminine qui est artistique et d'affaires. Exactement. Bâtir ton village. Exactement. Ça fait longtemps que je me dis, moi, je suis convaincue qu'il y a au Québec des femmes d'affaires qui, oui, ont leur entreprise, mais qui ont aussi le cœur féministe, puis qui ont envie de trouver comment s'assembler puis se lier tout en soutenant une cause qui leur tient à cœur. Puis si ça, tu sais, moi, là, les gens peuvent me trouver sur le site d'Espace Go facilement. Là, fait écrivez-moi directement, puis je vais vous trouver comment nous aider. Inquiétez-vous pas, on a plein de ressources, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre sur pied. Puis nous, sous le podcast, on va mettre les liens pertinents pour qu'on puisse vous contacter, faire un facile don. à trouver. Un abonnement aussi, on n'a pas parlé d'abonnement, mais il me semble que ça, c'est comme facile. Et ça, c'est facile, puis c'est gagnant, là, c'est gagnant pour tout le monde. Nos abonnements sont vraiment en plus. Ils sont pas assez chers, en fait, je te dirais. C'est-à-dire que... Il n'y a aucun billet qui est assez cher. Non. Je veux dire, pour le travail qui est en arrière, c'est indécent. Oui, c'est parce qu'on veut aussi que l'art soit accessible. Ça soit démocratique. C'est sûr que pour des personnes qui font 250 000 par année, payer 25 $ pour un billet de théâtre, c'est un peu ridicule. Mais pour des gens qui en font 25 000 dans leur année, ben là, oui. Et donc, nos abonnements, c'est ça. C'est 25 $ par pièce en prenant un minimum de 3 pièces. C'est rien. Le travail. Et puis là, quand tu regardes le travail, les efforts qui ont été... Et quand je compare aux autres théâtres aussi, parce que je comprends là, que peut-être qu'on veut démocratiser encore plus l'Espace Go, mais quand je compare par rapport aux autres théâtres, c'est quand même moins cher. Dans des lieux plus prestigieux, c'est beaucoup plus... plus prestigieux, c'est pas le bon mot, mais je veux dire... On a un grand plateau. Puis sur les autres grands plateaux de Montréal, les abonnements sont beaucoup plus dispendieux. On a un grand plateau qui est très, très accessible. Il y en a d'autres, des théâtres à Montréal, qui offrent des prix d'abonnement similaires. Mais au niveau du rapport spectaculaire
versus le prix du billet, on se trouve dans une belle position. Ouais. Puis à ce prix-là, ça vaut presque la peine d'en prendre 2-3 abonnements, puis vous inviterez une amie à tel spectacle, puis votre mère à tel autre spectacle, puis votre enfant à tel autre. Tu peux pas y aller, tu les offres. Puis ça fait plaisir toujours. Exact. Puis la beauté de l'abonnement, c'est que tu te poses pas la question, est-ce que je vais à la pièce, est-ce que je les critique? Non, tu y vas, puis tu embarques réellement dans l'expérience du laboratoire. Ben oui, puis là, ça devient vraiment un voyage. C'est que tout d'un coup, là, notre saison est à peine entamée, on est au 2e spectacle. Le premier show, c'était épique, médiéval, drôle, 12 personnes sur scène. On parlait de questions d'émancipation puis de questions d'identité de genre. Puis là, on est dans un show qui s'appelle Faire la mort, qui pose des questions sensibles sur le deuil, qui crée des nouveaux rituels sur scène, puis qui en même temps raconte comment faire le deuil d'une personne encore vivante. C'est tellement émouvant, puis c'est drôle aussi. C'est vraiment magnifique. En 2 spectacles, si les gens ont vu ces 2-là dans le même espace, il y a déjà un voyage. Là. Il y a déjà des extrêmes qui sont visités, puis des démarches complètement différentes qui sont présentées. Oui, puis moi, je trouve... d'aller au théâtre avec ton enfant. Puis quand je dis ton enfant, là, je parle plus les ados. Tu sais, des fois, on ne sait pas comment se rejoindre, ou on ne sait pas quelle activité faire ensemble, cette connexion. Aller au cinéma, tu sais, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas... tu sais, c'est pas la même ambiance. Aller s'offrir ça avec ton enfant, comme j'ai ma fille de 20 ans, et d'aller vivre ce moment ensemble où on est parmi d'autres, etc., puis qu'on en discute après. Je veux dire, c'est fantastique. C'est un super cadeau que tu te fais. Le faire avec mon père également, c'est génial. Avec ma mère, Donc, prendre un abonnement, tu sais, c'est jamais perdu. Tu vas te trouver, là. Puis en plus, ça te fait... Ce qui est le fun dans le prendre un abonnement également, ça te donne un coup de pied dans le derrière. De sortir, justement, au lieu d'être sur Pinterest en soir, puis niaiser dans mon salon, coucher, puis niaiser, tout ça. Ben non, justement, ça te force à sortir. Ce qui est très, très bien, là, c'est... On dirait que... on avait perdu ça. On était devenu un peu, ce que j'appelle la paresse sociale. On l'est encore. Oui, il faut sortir. Absolument. Et puis, c'est bête parce que... c'est drôle, on l'avait évoqué justement en se parlant précédemment, mais combien souvent on travaille comme des fous pendant la journée, puis on vient chez nous, puis il faut qu'on débranche complètement, là, puis là, on se met face à des idioties, puis, mais c'est mérité. Là. En pensant que ça va nous changer les idées. Puis que ça va nous reposer ou nous... Mais on se pose pas la question de la nourriture à travers le repos, qui devient un repos beaucoup plus grand. Puis on se disait justement, mais le repos n'a pas besoin d'être le repos de l'esprit. T'as pas besoin de t'arrêter l'esprit pour être véritablement au repos. Puis la réalité, c'est que d'avoir accès à des œuvres comme ça, dans un contexte comme ça, c'est souvent beaucoup plus énergisant. Reposant que de s'installer devant nos écrans encore, alors qu'on a quand même passé la journée devant nos écrans la majorité du temps. Là. On avait même dit mettre la switch à off, là, parce qu'on a l'impression que de mettre la switch à off, ça nous réénergise, régénère. Ça soit off. Alors que c'est tout le contraire. Là, c'est ce que vous venez de dire. Ça nous écrase encore davantage. Souvent. Comment le théâtre doit continuer à se réinventer pour s'assurer de demeurer pertinent, notamment avec auprès des jeunes, auprès de... Mais c'est intéressant parce que c'est drôle, on parle beaucoup de... Bon, à cause de la pandémie où il y a eu toute cette question de réinvention, là, il fallait se réinventer. Mais c'est le propre de l'art, de se réinventer continuellement. C'est ça votre job. C'est ça notre job. C'est ça la nature même de ce qu'on fait, c'est ça. C'est de se dire, bon, mais la dernière fois, j'ai fait ça comme ça, comment est-ce que je pourrais le faire autrement? Puis d'habitude, j'explore ça, mais comment est-ce que je pourrais explorer autre chose? Et puis, après, les jeunes vont-ils au théâtre? Ben de plus en plus. Puis ça, c'est formidable. C'est-à-dire que à une certaine époque où l'abonnement était vraiment le fer de lance là, de tous les espaces, c'est comme devenu, il y a eu un effet pervers. C'est-à-dire qu'au départ, tout ça était créé pour assurer des salles, créer de la fidélisation. Exactement. Et puis, c'était très positif. Et puis, finalement, c'est devenu aussi lié à une espèce de crainte de ne plus plaire à ses abonnés. Et donc, les choix artistiques se mettaient à se faire en considérant est-ce qu'on allait faire plaisir à nos abonnés. Puis ça, c'est un peu dangereux parce que tout d'un coup, parce que faire de l'art pour plaire, pas tout à fait le bon moteur. Et
Et donc, et là, il y a eu... On n'est plus dans ces paradigmes-là parce que les gens ont changé leur façon d'approcher l'art, de fréquenter les arts. On est beaucoup plus à la dernière minute. C'est bon, il y a un truc générationnel là-dedans. La pandémie a vraiment scellé ça. Et donc, maintenant, c'est un peu un combat pour se bâtir une base d'abonnés. Mais ça nous a permis peut-être de quitter ces contraintes-là puis de moins créer une programmation en se disant, bon, d'habitude, le public aime vraiment tel artiste ou j'ai besoin de mettre tel ou tel sujet ou tel type d'esthétique va être vraiment intéressante pour le public. Puis on n'est plus là-dedans. En tout cas, certainement pas à go. Et donc... ça fait aussi en sorte qu'on peut mettre de l'avant des artistes, des créatrices qui appartiennent à une autre génération ou qui ont des pratiques innovantes ou étonnantes et tout ça, et qui vont s'adresser plus directement à une autre génération aussi. Parce que c'était ça le danger aussi à s'attacher simplement aux abonnés, c'est que cette habitude-là se perd, puis ça faisait que le public abonné vieillissait et donc tu te déconnectes de plus en plus d'un public plus jeune. Et l'idéal, c'est d'avoir des gens qui appartiennent à toutes les générations. Exactement. Mais là, quand même, à Go, notre public est maintenant fait de 30%, au moins à 30% d'un public de moins de 30 ans. Le premier show, c'était 45% de notre public qui avait moins de 30 ans. C'est énorme. C'est extraordinaire. C'est tellement réjouissant de voir... Moi, là, j'ai eu... une joie immense à une représentation du premier show, qui est une représentation d'après-midi, de fin de semaine, qui souvent est plus intéressante pour un public un petit peu plus âgé. Et puis là, parce que c'est un public qui touchait plus une génération plus jeune, il y avait une mixité formidable dans la salle de générations, autant de personnes de 50, 60 ans que de gens de 25, 30 ans, qui vivaient la même expérience, qui tripaient ensemble, qui riaient, qui faisaient partie du même moment. Puis ces espaces-là où on est liés générationnellement sont quand même plutôt rares. Fait que ça m'a vraiment enchantée. Ils sont bénéfiques pour les deux générations, je veux dire. On se sent faire partie du même monde. C'est que tout d'un coup, comme personne, je sais pas, de 60 ans, t'es comme, hey, j'ai le même plaisir que la personne de 25 ans. Je ne suis pas si shiftée que ça par les nouvelles, pardon, l'anglicisme, là, mais par les nouvelles considérations puis les mouvements sociaux. Puis de la même façon, quelqu'un de 22 ans qui voit qu'il y a un public plus âgé dans la salle avec lui fait « Ah, OK, la génération qui me précède n'est pas contre moi puis complètement fermée aux enjeux qui me concernent. Pas du tout, on est dans le même monde. » Ça, c'est vraiment réjouissant. Puis après ça, pour ce qui est de la réinvention, pour moi, au plan artistique, esthétique, des sujets, des formes, ça, je suis zéro inquiète. Il y a des créatrice sensationnelle à Montréal. Je préfère des saisons de 20 shows puis que ça soit jamais plate. Fait que ça m'inquiète pas du tout. Par contre, dans le contexte actuel, on a vraiment à réfléchir nos structures de production, puis comment on fonctionne, puis pour aussi s'adapter aux nouvelles façons de fréquenter les arts du public. Tu sais, le monde est en changement continuel, puis faut pas non plus s'accrocher à c'était comme ça avant. Avant, c'était plus facile de telle façon, puis avant, ça, c'était la recette qu'on pouvait appliquer pour arriver à tel résultat. Mais là, les choses changent, puis c'est plus vrai que ces recettes-là fonctionnent encore. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon show? Ben, avant, on pouvait dire une vedette, un tel affaire, c'est plus ça. Ça fonctionne plus comme ça. Fait que ça nous oblige vraiment à se demander pourquoi on fait un... Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours cette image-là qu'un spectacle a besoin d'une locomotive, mais que la locomotive peut être n'importe quoi. Ça peut être une formidable interprète, comme ça peut être un auteur extraordinaire, comme ça peut être une proposition scénique, un sujet qui est particulièrement bouillant. Ça peut être à plein d'endroits, mais cette locomotive-là, elle n'est pas difficile à trouver parce qu'elle appartient aussi, c'est souvent la même chose qui, me crée un frisson. Finalement, les spectacles que je choisis de programmer, c'est ceux pour lesquels j'ai physiquement un frisson. Quand je suis en train de parler à une créatrice ou... le poil me dresse sur les bras. Je fais, ça, c'est une bonne idée. Tu fais, pourquoi? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est l'autrice? Mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là qui se passe. Puis après ça, notre travail, c'est de trouver comment le communiquer puis comment le rendre contagieux, ce frisson-là. Mesdames, je pense qu'il y avait de la passion dans notre conversation. Ceux et celles qui nous ont écoutés l'ont senti, l'ont vu. Puis j'espère que tout le monde qui nous écoute va justement se baigner dans ce milieu-là, va trouver sa façon
de s'y baigner, mais de s'y baigner pleinement, puis d'en retirer tout le fun, puis la remise en question, le shakeage dont on parlait tantôt, puis d'accepter d'explorer les choses différemment, qu'on soit dans le milieu artistique ou d'affaires, mais qu'on accepte d'aller explorer ça différemment. Puis merci. Grand plaisir, mais je veux juste le renommer parce que tu l'as dit, puis je trouve ça si important, puis Annick a glissé dessus aussi, mais pour moi, le monde des affaires est un milieu extrêmement créatif. Je trouve qu'il y a beaucoup de parenté entre le monde des arts puis le monde des affaires. Puis on peut l'entendre du monde des affaires, de dire « Ah, j'ai besoin de la créativité du monde des arts ». Mais moi, je reconnais vraiment beaucoup de créativité dans le monde des affaires. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous lie d'une façon qui est plus profonde puis qui peut être étonnante. Puis qu'on peut vraiment se nourrir les uns les autres parce qu'on a ça en commun. Tu parles de cette passion-là qui nous a animés pendant la conversation, mais c'est ce désir de création. C'est cette curiosité-là qui est la même, je pense, dans les deux domaines. Il y a des similitudes tellement plus grandes, c'est ça. Rejoignons-nous dans ces similitudes-là. Voilà. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Chloé. Merci à toi. Abonnez-vous dès maintenant pour être parmi les premiers à recevoir nos épisodes et ainsi avoir les réflexions puissantes, des histoires inspirantes puis des conversations audacieuses de leaders qui transforment le monde. Plongeons dans le leadership ensemble.